7h30 à Conakry, 2 heures de plus à Paris, il est 8h30 à Alger. Et à la une de votre journal, Céline Pellarin, la Guinée, les militaires du CNRD continuent leur concertation nationale. 2 semaines après leur coup d'État, c'est au tour des acteurs culturels, des organisations de presse et du secteur informel d'être reçus au palais présidentiel de Conakry par le colonel Doumbouya. Cérémonie d'obsèques à minima pour l'ex-président algérien Abdelaziz Bouteflika. De nombreux hauts responsables, dont le chef de l'État, étaient présents pour les funérailles, mais il n'y a pas eu de deuil national. Et le projet de loi sur la congolité, les députés de la RDC n'auront pas à l'examiner durant cette session parlementaire, mais le texte qui fait polémique et suscite la colère du clan de Moïse Katumbi n'est pas pour autant mis hors circuit. Les Guinéens et les partenaires internationaux de Conakry s'interrogent sur la suite des événements en Guinée, 2 semaines après le coup d'État des militaires. Le CNRD qui continue ses concertations nationales aujourd'hui pour préparer la transition. Si la semaine dernière, les acteurs politiques, économiques, diplomatiques ont été reçus par le chef des putschistes, le colonel Doumbouya, à partir d'aujourd'hui, s'entretiendra avec les acteurs culturels, les représentants des organisations de la presse, mais également ceux du secteur informel. Des concertations nationales qui touchent à leur fin. Premier bilan avec notre envoyé spécial à Conakry, Charlotte Hydrac. Il n'est pas très loquace, affirme un participant aux concertations. Il va à l'essentiel tout en restant prudent sur ses intentions. Devant chaque composante conviée au Palais du Peuple, Mamadi Doumbouya a tenu un discours d'ouverture. « Je suis à l'écoute », assure-t-il, en insistant sur une nécessaire refondation. Mais le chef de la junte a aussi prévenu devant les représentants des partis politiques venus très nombreux le premier jour, y compris le RPG Arc-en-Ciel, parti du président déchu. Si nous en sommes encore en 2021, à tout reprendre à zéro, c'est en grande partie parce que nous, l'armée, et vous, les élites, avons échoué. Nous n'avons pas le droit à l'erreur, a répété Mamadi Doumbouya devant les différents acteurs qui se sont dit globalement satisfaits et rassurés par le discours du président du CNRD, notamment les opérateurs du secteur minier sur la continuité des activités. Dialogue sincère ou opération de charme, nous avons rapidement besoin d'actes, affirme un participant. Certains ont déjà transmis au CNRD leurs propositions. Reste à savoir quelles sont celles qui seront prises en compte pour l'élaboration de la charte de la transition. Charlotte Hydrac, Conakry, RFI. Et la Guinée sous la pression de la CEDEAO. C'est le thème du jour d'Appel sur l'actualité. Ce sera à 10h10 temps universel avec Juan Gomez. L'ancien président algérien Abdelaziz Bouteflika a été enterré hier dans le carré des martyrs du cimetière d'El Alia. C'est près d'Alger. Les obsèques ont été suivies par le président Abdelmadjid Tebboune et de nombreux hauts responsables algériens. En revanche, il n'y a pas eu de deuil national comme pour tous les prédécesseurs d'Abdelaziz Bouteflika à la tête de l'État. Alger préférant faire profil bas pour l'ex-président chassé en 2019 du pouvoir par le mouvement populaire du Hirak et par l'armée. Léonard Vincent. Le cercueil était sanglé sur un affût de canon et recouvert du drapeau algérien, comme c'est l'usage pour les moudjahidines, les vétérans de la guerre d'indépendance. Devant lui, un camion transportant 8 officiers au garde à vous et un véhicule blindé fleuri qui le tirait au milieu d'une escouade de motards en grand uniforme blanc. Le convoi funéraire est arrivé au cimetière El Alia sous les you-you d'un public rassemblé le long de la route. Tout le gouvernement était là autour de la famille Bouteflika, mais aussi le président Tebboune, le chef d'état-major et des diplomates étrangers. La garde républicaine a tiré plusieurs salves, puis l'horizon funèbre a été prononcé par le ministre des Moudjahidines et le cercueil a été porté en terre. De tout cela ressortait un sentiment général de discrétion. Pour solennelles qu'elles ont été, les obsèques d'Abdelaziz Bouteflika n'ont pas eu le prestige de celles de ses prédécesseurs. Une cérémonie à minima, pas de deuil national de 8 jours comme pour Ben Bella ou Ben Jedid, et loin du grandiose des funérailles de Boumedienne. Une discrétion qui a déçu certains amis de l'ancien président, comme le diplomate Lakhdar Brahimi, ancien secrétaire général adjoint de l'ONU, qui l'a dit au micro de RFI. Toutefois, a-t-il prédit, on n'a pas fini de parler de la vie et de la mort d'Abdelaziz Bouteflika. Et après le décès de l'ex-président Abdelaziz Bouteflika, le chef de l'État français Emmanuel Macron a adressé hier soir ses condoléances au peuple algérien, affirmant, je cite, qu'avec Abdelaziz Bouteflika s'éteint une figure majeure de l'histoire contemporaine de l'Algérie. Au Togo, c'est un constat amer, celui du président du Conseil supérieur de la magistrature et président de la Cour suprême. La justice est, dit-il, trop lente et elle inquiète les potentiels plaignants togolais. Cela fait 8 mois maintenant qu'Abdoulaye Yahya est en poste et sa priorité, c'est de résoudre les dysfonctionnements qu'il impute aux pratiques pour le moins douteuses de plusieurs magistrats qui font régner, dit-il, une insécurité judiciaire dans les tribunaux du pays. À Lomé, Peter Sesdogbe.
C'est un long réquisitoire en condamnation que le président du Conseil supérieur de la magistrature, président de la Cour suprême, Abdoulaye Yaya, dresse contre les magistrats togolais. Au lieu de s'en remettre à la justice, affirme-t-il, les gens ont peur, ils doutent, tournent le dos aux procédures. La formule consacrée, la veuve et l'orphelin, viennent à nous. Au lieu de remettre, nous les rançonnons, nous les raquettons. Il peut arriver même que des prisonniers soient enceintés par des juges. Constat amer, le président de la Cour suprême enfonce le clou sur la cupidité de certains juges qui n'ont pas leur place dans la magistrature. Si le constat n'est pas nouveau, il faut dépassionner le débat, le dépolitiser, affirme le directeur du Centre de documentation et de formation sur les droits de l'homme, André Afang. Réunir les différentes parties prenantes, à savoir les professionnels de la justice, les acteurs de la société civile, les gouvernants, pour identifier clairement les approches de solutions à court, à moyen et à long terme. Et le président de la Cour suprême, Abdoulaye Yaya, ne s'arrête pas là. Il a émis une note de service en fin de semaine, annonçant qu'il avait des preuves sur l'illégalité de procédures instruites par des magistrats, parfois à leur domicile ou dans des églises privées. Peter Sassoudo Belomé, RFI. Paul Rusesabagina sera fixé aujourd'hui sur son sort. L'opposant rwandais à Paul Kagame encourt la prison à vie à Kigali. Il est visé par 9 chefs d'accusation, dont celui de terrorisme. Paul Rusesabagina a été jugé entre février et juillet dans la capitale rwandaise avec une vingtaine d'autres personnes pour son soutien présumé au FLN. C'est un groupe rebelle accusé d'avoir mené des attaques au Rwanda. Paul Rusesabagina et ses avocats ont boycotté les audiences depuis mars, dénonçant, je cite, un procès politique rendu possible parce qu'ils estiment être un enlèvement organisé par les autorités rwandaises. Les États-Unis, le Parlement européen ainsi que la Belgique, dont il est ressortissant, ont exprimé leurs préoccupations sur les conditions de son arrestation et sur l'équité du procès de Paul Rusesabagina. Après des semaines de polémique en République démocratique du Congo, finalement, le projet de loi controversé dit de la congolité, ne sera pas examiné à l'Assemblée nationale, en tout cas pas durant cette session parlementaire. C'est ce qu'a confirmé hier le président de la Chambre basse, Christophe Mbosso. Mais même s'il n'est pas à l'ordre du jour des députés, le projet de loi de la congolité n'est pas pour autant retiré définitivement du calendrier. À Kinshasa, Kamanda Muzembe. Le texte de loi qui doit réserver aux seuls Congolais de père et de mère la possibilité de se présenter à l'élection présidentielle n'est plus une priorité, selon Christophe Mbosso. La réponse a été apportée aux journalistes qui voulaient connaître le sort réservé à ce projet de loi déposé à l'Assemblée nationale, texte déposé par Noël Tchani, candidat malheureux à la dernière présidentielle, lequel a saisi l'Assemblée nationale à travers un député. Le camp de Moïse Katumbi a fait part de son hostilité, affirmant que le texte n'allait pas dans la bonne direction, demandant que le projet de loi soit purement et simplement banni. Cependant, l'auteur de la proposition, Noël Tchani lui-même, demeure serein. Ma proposition n'a pas été rejetée, je vous assure qu'elle sera alignée, dit-il, mais les responsables de la jeunesse katangaise mettent en garde, il faut éviter de réveiller les velléités sécessionnistes, disent-ils. Il faut éviter les conflits qui divisent. Le pays a besoin de renforcer son unité, dit Claude Kassongo. Kamanda Muzembe, Kinshasa, RFI. Un mouvement de colère des avocats en Centrafrique. Ils ont demandé une audience aujourd'hui afin de remettre au chef de l'État un mémorandum. Depuis le 9 septembre, les avocats centrafricains ont suspendu leur participation aux audiences en cause l'arrestation temporaire de l'un de leurs confrères sous pression politique, affirme-t-il. Émile Bison est le bâtonnier de l'ordre des avocats de Centrafrique. On l'écoute. Au-delà du cas de cet avocat, ce que nous voulions aussi mettre en exergue et alerter, ce sont les intrusions intempestives des pouvoirs politiques et administratifs dans le fonctionnement du système judiciaire. C'est pas la première fois que cela se passe. Et il y a même des cas où des décisions de justice qui sont rendues revêtues de l'autorité de la chose jugée, les autorités politiques ou administratives interviennent, soit pour arrêter l'exécution des décisions ou pour s'interposer. Donc, c'est l'accumulation de tout cela que nous voulons dénoncer aujourd'hui. Nous sommes dans un état de droit où la séparation de pouvoir est prônée, que chacun reste dans les limites de ses pouvoirs. Le bâtonnier de l'ordre des avocats de Centrafrique, Émile Bison, il était joint par Charlotte Cossé. La bauxite qui compose l'aluminium a le vent en poupe actuellement et le Ghana veut profiter de cette manne financière. Le pays accélère donc l'exploitation de ce minerai en signant un contrat d'1,2 milliard avec Rocksure International. Un contrat d'exploitation mais également de transformation locale de la bauxite. Les précisions de Stanislas Ndayishimiye. C'est un contrat très important
important pour la société ghanéenne de services miniers. Rockshua International doit construire une mine et une raffinerie de bauxite dans le centre du pays. Dans la co-entreprise qui va gérer les deux projets, la société publique d'aluminium conservera 30% d'intérêt pour une mine qui devrait livrer 5 millions de tonnes de bauxite par an et qui créera plus de 1000 emplois. Le Ghana cherche depuis quelques années à augmenter sa production et la GIADEC doit trouver des partenaires stratégiques pour un investissement total estimé à 6 milliards de dollars dans 4 grands projets de bauxite. Ce nouveau partenariat arrive au moment où la production du minerai est sur le point de diminuer avec le retrait du groupe chinois Bosai Minerals annoncé le mois dernier, son bail qui expire au début de l'année prochaine n'ayant pas été renouvelé. Principale raison de ce non-renouvellement, l'absence de projet de raffinerie pour la transformation locale de la bauxite, un vœu cher aux autorités ghanéennes qui veulent capter plus de valeur ajoutée sur la chaîne de fabrication de l'aluminium, dont les cours ont considérablement augmenté ces derniers jours. Stanislas Ndaishimiye. Le Kenya a subi à nouveau une hausse du prix de ses carburants. Ils atteignent des tarifs records, plus de 6%, notamment dans la capitale Nairobi. C'est la conséquence de la fin de la subvention gouvernementale sur les carburants qui avait été mise en place il y a quelques mois de cela. Le but pour le gouvernement, c'était de limiter la hausse du coût de la vie après la crise économique liée à la pandémie qui a fait reculer le PIB kényan. Et les prix à la pompe devraient encore augmenter dans une quinzaine de jours. À partir du 1er octobre, une nouvelle taxe indirecte sur le carburant va être en place de près de 5%. Merci d'écouter RFI. C'est la fin de ce journal.